Il anime depuis 20 ans un espace de non-mixité. Dite Vostra sur RCFM, c'est plus de 7 heures par semaine de corsophonie totale. Une seule règle, pas de politique. Elle s'applique dans la forme, mais sur le fond, pas sûr. Depuis quelque temps, le sommet de l'État a multiplié les sorties contre les langues minoritaires, contre leur enseignement aussi. Dans ce contexte, quel avenir pour cette émission phare du service public en Corse? C'est la question qu'on pose aujourd'hui à son animateur, Giancarlo Marsili. Bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation et puis bonjour à vos téléspectateurs. On va commencer par une question bête. Vous arrivez en 2005 à Didea Vostra. Vous étiez où avant? Qui vous appelle? Qu'est-ce qu'on vous demande exactement de faire? Alors, avant 2005, j'étais déjà à la radio puisque mon premier contrat remonte à 1992. Donc, ça fait un moment. Hier. Voilà, je suis arrivé vraiment au mois de juillet 92 pour la première fois. J'étais étudiant, c'était donc dans le cadre d'un stage et c'était juste après la tragédie de Foriane. Et donc, c'est un contexte particulier. Ensuite, après, je ne vais pas raconter ma vie, j'y suis revenu en 95. Et donc, de 95 à 2005, j'ai fait des tranches d'animation enfin, classiques. Juste avant d'Idée à Aostre, je faisais la matinale, dont bon, franchement, ça me plaisait pas tellement. C'est plus un rôle de chef de gare. C'est très important, puis c'est très écouté, hein, mais je trouvais pas enfin, j'arrivais pas à m'épanouir. Pas un oiseau de nuit. Ouais, en plus, c'était difficile parce qu'il fallait se lever à 3h30. Mais apparemment, ça devait s'entendre, j'étais pas très bon. Et donc, la direction de l'époque m'avait mis, il faut être honnête, hein, je suis là pour être honnête, un peu dans une voie de garage en début d'après-midi. Et c'est là que j'ai eu l'idée de me dire, bon, je suis dans une petite voie de garage, tant qu'à faire, je vais en profiter. Et pour aller rapidement, à ce moment-là, je vois passer un fax à l'époque d'une association à Sainte-Lucie de Porto Vecchio qui organise des séances de langue corse, enfin des débats autour d'un thème. Ça s'appelle justement l'Ideaosh, enfin Ditilaosh, avec le parler donc Portivecciaccio. Et j'ai dit, tiens, un espace, un forum en langue corse, c'est comme ça qu'est née l'idée. Je l'ai proposé. Comme c'était une heure creuse où vraiment on prenait aucun risque, la direction a dit oui. Je demandais à Teatro Mascone, enfin Nico Maraninchi, s'il voulait bien être le parrain de l'émission. Il a accepté et on s'est trouvés tous les deux au micro, septembre 2005, voilà, sans trop savoir où on allait. Et apparemment, ça a plutôt plu dès le départ, voilà. La greffe a pris. Oui, oui, effectivement, oui. C'était quoi le cahier des charges à l'époque? Alors, il n'y en avait aucun. Le seul, c'était bien sûr de parler corse, bien évidemment, et uniquement corse, sur n'importe quel thème. Mais comme vous le disiez en préambule, enfin, dans votre présentation, effectivement, c'était d'éviter la politique. Parce que je considérais, là, j'avais réfléchi à pas mal de choses. Déjà, je suis partisan de dire que a lingua e doute, elle appartient à tout le monde. Je pensais qu'à un moment donné, bien sûr, il fallait la politiser. Enfin, les gens qui l'ont politisée avaient des raisons légitimes de le faire, mais qu'on était à un moment donné, selon moi, où il fallait plus faire, comment dire, concorde, unanimité. Et pour cela, quand on politise, forcément, on clive. Et l'idée, c'était de dire, voilà, chacun a ses idées, peu importe, et on parle que corse. Et là, alors, on avait un communiste qui appelait, il y avait des gens de droite, il y avait des nationaux. Il y a eu quelques tentatives di Vicapena Bulli di Gameso, mais bon, après, l'un dans l'autre, ça c'est bien, voilà. Les gens ont bien compris le message. Est-ce que vous vous souvenez du premier coup de fil que vous avez reçu? Non, très honnêtement, le premier, non. La première émission, oui, parce qu'il y avait Nikou, il y avait Mascone. Il m'a bien aidé parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'appels à ce moment-là, peut-être trois quatre. Mais ces trois quatre appels, franchement, ils ont donné un peu le là. Ils ont donné le tempo de l'émission. C'était des gens qui appelaient pour évoquer une expression, un mot, etc. Donc ça a fait réagir. Et en fait, ça a donné un peu la trace, hein, et on s'est mis dans cette trace-là par la suite. Et 20 ans plus tard, alors décrivez-nous une journée type, celle d'aujourd'hui par exemple, hein. L'amont, pas l'antenne, hein. Qui vous appelez, quel sujet vous écartez avant qu'ils arrivent à Alors, l'antenne, ça va on prépare rien. c'est Non, magnifique. non, attention. Dans ma vie de tous les jours, le fait d'être attentif à ce qui se passe, le fait de me documenter, d'avoir d'autres activités à côté, me nourrissent. Et en fait, je laisse libre cours à l'auditeur de choisir le sujet. On a essayé à un moment donné d'imposer un thème, ça n'a pas marché.
Là, au contraire, on peut parler de tout, donc on peut très bien être sur une expression, sur un mot, on peut être sur un fait même de société qui est évoqué en langue corse. En fait, c'est divers et à chaque fois, ça réagit. Moi, je j'ai mon rôle de modérateur, hein. J'essaye de voilà, d'accompagner les gens, de les relancer, mais il y a vraiment alors, on peut préparer une interview parce que des fois, on reçoit des élèves, des profs, des gens qui ont écrit des bouquins, donc ça, je prépare en amont. Mais sinon, une émission classique comme aujourd'hui, on a eu par exemple une quinzaine d'appels, enfin un peu plus même aujourd'hui. Bon, ben, c'est les gens qui ont choisi, hein, tout simplement, hein. Vous tenez cette quotidienne depuis 20 ans. Qu'est-ce que ça vous fait au corps? Qu'est-ce que ça vous fait à l'esprit? J'allais dire sans interruption, mais peut-être qu'il y a eu des moments où, comme tout le monde, vous prenez des vacances quand même. Oui, non, puis j'ai eu la malchance d'être malade à un moment donné, donc ça m'a écarté pendant quelques mois. Non, non, mais tous les jours, en fait, moi, j'arrive en studio dans la position d'un élève qui est face à ses professeurs, qui sont les auditeurs. Et donc, le but vraiment, et ça c'est à coup sûr, tous les jours j'y arrive, c'est de sortir de l'émission enrichi. Donc forcément, j'apprends quelque chose. Et si j'apprends quelque chose, voire même beaucoup de choses, je me dis que ceux qui nous écoutent et nous suivent, c'est également la même chose pour eux. Donc c'est vraiment l'idée de s'enrichir. Et puis après, bon, moi j'ai la passion de la langue depuis tout jeune. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Donc du coup, le fait de pouvoir parler, parce que dehors, c'est pas forcément aussi évident, eh ben, je passe 1 heure et demie, mi-grand point. Enfin, vraiment, je suis vraiment, comment dire en Corse, des fois, il faut que je réfléchisse en français. Hein. So veramente nous mareilate, hein. Très très bonne transition. Euh, on est dans un moment où la transmission de la langue corse connaît des difficultés, on va le dire comme ça. Vous, elle est arrivée comment dans votre vie? C'est par vos parents, vos grands-parents, le village? À quel moment vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas la langue que parlaient tous les enfants de votre génération peut-être, mais qu'elle avait un poids particulier chez vous? Moi, je dirais que j'ai eu enfin, un cheminement classique pour des gens de ma génération, des années 70. Nos parents travaillaient, on montait le week-end au village. On avait encore la chance d'avoir nos grands-parents ou les grands-oncles et les grandes-tantes. Souvent, ce sont eux qui nous gardaient parce que pendant les vacances, les parents travaillaient. Et entre les parents et mes parents et mes grands-parents, ils ne parlaient que corse entre eux. Donc, il y avait ce bain linguistique permanent, à la fois à Bastia et au village. Donc, moi, je suis d'Oritz, hein, de Piedigroge et de Piedoritz. Donc, en plus, je suis d'une génération où on parlait pas beaucoup à table. C'est vrai que c'était comme ça. On écoutait les grands. Donc, moi, ça m'intéressait. Peut-être que j'ai fait comme une éponge. J'ai beaucoup reçu à cette époque-là. Et puis après, j'ai un peu conscientisé les choses à l'adolescence, vers 14 15 ans. Là, j'ai eu envie de me mettre à parler, parce que mes parents me parlaient français, hein. Mes grands-parents, non, hein, mais C'est typique enfin, ça, que ça voilà, oui, saute une oui, on génération. s'adressait à moi en français, mais comme ils parlaient que corse entre eux, et que ça m'intéressait, donc j'ai énormément appris. Et puis un jour, je sais pas comment, à quelle occasion, j'ai voulu franchir le pas. Je suis rentré au bar et j'ai commencé à parler. Alors au début, il y avait un peu de tout, hein. Je me trompais, on se moquait un peu de moi, et puis j'insistais. Alors, ce que j'ai, c'est que je suis un peu têtu, hein. Donc c'est vrai que ça m'a pas découragé. Ça a dû en décourager beaucoup, mais et puis il y avait aussi en moi ce sentiment d'appartenir à quelque chose. Voilà, ça c'est important. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez eu peut-être pas peur, pas honte, mais peut-être de l'anticipation, de l'angoisse à parler corse, ou peut-être même à l'inverse, la première fois que vous en avez été fier? Très sincèrement, alors j'ai jamais eu d'appréhension de manière globale. J'ai eu quelques appréhensions, même plus tard, en ayant déjà une petite maîtrise de la langue, avec des gens beaucoup plus doués que moi, beaucoup plus instruits ou qui avaient une maîtrise encore plus naturelle que la mienne. J'avoue que j'avais une espèce de sentiment de complexe plutôt, voilà, que j'ai gommé avec le temps et bien évidemment et heureusement. Donc ça a été voilà, les quelques fois où j'ai peut-être eu, ce sentiment de complexe vis-à-vis de Tarcagne, hein, de gens vraiment qui en imposaient. Après j'ai eu la chance d'avoir quand même dans ma famille enfin ça se faisait naturellement donc on n'a jamais été dans le jugement. Quand je me trompais, on me disait: «Non, si j'ai gausi», ou alors on me dit: «Tiens, ah ça, vous me j'ai gué?» J'ai dit: «Non, ah ben si j'ai gausi». Donc il y a toujours eu cette idée de transmission.
même si on ne me parlait pas corse, mon père m'a beaucoup, beaucoup parlé quand même. Et puis, on voyait que peut-être il le faisait inconsciemment, mais je ne crois pas. Je pense que dans sa façon de s'adresser, d'être avec moi, il essayait d'être dans la transmission. Ça, j'en suis convaincu, comme moi, j'essaye de l'être avec mon fils. Donc, je lui dois énormément. Et il a lui-même, je crois, un amour véritable pour la langue. Il s'y est toujours intéressé, même de manière un peu plus intellectuelle. Donc ça m'a beaucoup aidé. Après, la fois où j'ai été fier de parler corse, fier non, hein, moi en tout cas, j'aurais jamais honte, hein. Ça, alors jamais, jamais, c'est impossible, hein. Vous avez parlé de votre père. Est-ce qu'ils ont écouté Dite Vostra? Ben, je suppose, hein, j'ai jamais débriefé avec lui, Oh. hein. Oui, mais je sais qu'il écoute puisqu'il me dit des fois, tiens, il y a lui qui cherche ceci, cherchait le mot. Oui, 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 je sais que Vous ben, savez ce qu'il en pense, lui? ben, je pense qu'il aime l'émission parce qu'il aime la langue. Je pense qu'il n'intervient pas parce que j'y suis, sinon il serait intervenu. Parce que c'est vraiment quelque chose il est passionné par la poésie, il est passionné par la langue. Je le vois évoluer avec ses amis au village ou même en ville quand il est là. Ils sont toujours à parler autour de la langue. Donc il écoute. Après, je pense que voilà, il s'instruit, j'imagine, et puis il critiquera lui aussi comme d'autres, c'est possible, hein. Parler corse 90 minutes par jour devant un micro pendant 20 ans, ça fait quoi votre rapport à la langue? Vous le parlez mieux, moins bien, Ah non, non, autrement? non. Non, ce qui est considérable, c'est que mon niveau aujourd'hui, par rapport à 20 ans en arrière, où je pensais déjà savoir un petit peu parler, je m'aperçois qu'en fait, je savais strictement rien. Et encore aujourd'hui, où j'ai quand même ce cheminement de 20 ans, je sais que je ne sais encore toujours rien. Et c'est ça le plaisir chaque jour d'arriver devant le micro et d'apprendre. Voilà, ça c'est en plus pour quelqu'un comme moi qui est très curieux, c'est une histoire sans fin, honnêtement. Sur votre vocabulaire, qu'est-ce que ça a fait? Bah, il est enrichi. Là aussi, pareil, je pensais qu'il y avait des mots qui n'existaient pas ou qu'on les disait d'une certaine façon. Et ben, je m'aperçois qu'il y a 1000 façons. J'ai découvert que vraiment, maintenant, je peux parler de langue et je sais pourquoi c'est une langue. Avant, je disais que c'est une langue, je répétais ce que j'entendais. Maintenant, je sais qu'elle est structurée. Je sais que, voilà, tout ça, je pourrais l'expliquer. Je sais que c'est une langue extrêmement fleurie. C'est une langue qui privilégie l'action. C'est une langue qui, euh, euh, L'immédiateté, beaucoup. exactement, exactement. Mm. Et surtout, il y a une façon de penser, malheureusement, que l'on perd. Et ça, c'est la vie parce qu'il y a cette diglossie. Enfin, j'ai dû que. Je ne veux pas rentrer dans des termes trop techniques, mais Vous pouvez. non, il y a toujours une langue plus forte que l'autre, donc c'est au détriment de la plus faible, malheureusement. Et même dans le raisonnement, moi-même, on parle beaucoup français. Si j'avais pas eu d'idée à Austre, je pense que là, j'arrive encore à raisonner en corse et je fais l'effort en français de faire gaffe à ne pas me tromper dans ma réflexion. Mais ce que j'ai vraiment appris à Didier Austre, c'est à parfaire ma réflexion en langue corse, qui est parfois incorrecte aussi, hein. Je suis pas, voilà, je suis vraiment pas. Vous parlez corse à la maison, donc vous l'avez dit avec votre fils. Est-ce que c'est le même que celui que vous parlez à l'antenne? Non, il est différent. Et puis, faut être honnête. Moi, j'ai parlé corse à mon fils. Il le comprend parfaitement. Je pense il pourrait le parler. Il le parle avec ses amis. Il ne le parle pas aussi souvent qu'il le voudrait ou qu'il le pourrait parce que dans son cercle d'amis, peu de gens le parlent. Après, j'espère que moi, je ne suis pas un poids pour lui. Dans le sens où, comme moi, j'ai eu peut-être un complexe vis-à-vis de gens qui me semblaient vraiment être des gens qui avaient une maîtrise de la langue, j'espère qu'il n'a pas ce sentiment-là parce que c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Je sais pas si je suis clair, hein, dans ce que Non, non, si, j'évoque, si, je vois. mais moi, je lui parle, il me répond quelquefois, de plus en plus, il a 25 ans. Donc, mais il y a eu une période où je pense que ça l'intéressait pas trop, honnêtement, hein. Et il y a eu une période aussi, alors là, encore plus jeune, on s'est posé des questions, enfin, je me suis posé des questions où un jour, on était au village et je dis, il devait peut-être avoir 7 8 ans. Et l'été au village, vous avez les jeunes qui reviennent l'été du continent. Donc il était avec sa bande de copains à qui étaient de Marseille ou de Nice. Et je lui dis, Fatigula qui mamote aspetta. Monte, ta grand-mère t'attend. Et il a compris, hein. Il me dit, quoi, quoi? J'ai senti qu'à côté de ses copains, il ne voulait pas. Bon, je dis, monte, maman t'attend, etc. Donc je commençais à réfléchir. Est-ce que je voulais pas non plus qu'il
qui se sentent différents des autres. Mais en pensant comme ça, je leur ai parlé moins. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Alors je ne sais pas s'il y a c'est une bonne méthode. Je sais qu'à la radio, je ne donnerai pas de nom, mais il y avait des gens qui parlaient que corse à leurs enfants, de l'ancienne génération. Et les enfants ne parlaient pas. Pour quelle raison? Je l'ignore. Je sais que certains s'y ont mis plus tard. Voilà. Donc, je ne sais pas. Moi, j'ai connu des jeunes, quand ils sont arrivés à l'école, ils ne parlaient pas français. Ils parlaient que le Oui, corse. non, mais bien sûr, j'en ai connu aussi, hein. Après, moi, j'avais entre guillemets, c'est pas un handicap, la pauvre. Mais mon épouse, bon, qui est corse, elle le comprend, mais elle ne le parle pas. Après, bon, mon père aussi lui a parlé. Euh, donc, en fait, les Moabia, donc on lui a donné une direction. Maintenant, je pense qu'aussi, il a un métier, il est dans le monde médical, on va dire, donc il est aussi confronté à des personnes âgées. Et il me dit des fois que ça crée un lien supplémentaire. Et c'est très important. Donc il mesure maintenant, je pense, hein, je ne voudrais pas parler pour lui, mais il y a aussi ce lien social qui est important de la langue et qu'il faudrait aussi expliquer aux gens. Voilà. Pour revenir sur vous, vous parliez de votre progression dans la connaissance et la maîtrise de la langue. Si vous arrêtiez demain d'Idea Vostra, qu'est-ce que vous en garderiez? Oh là là, on n'aurait pas le temps, hein, c'est énorme. En fait, d'Idaos, moi j'ai eu des moments de pur bonheur. J'ai eu la chance de rencontrer des gens je ne trouve même pas les termes pour les décrire, tellement à mes yeux, c'était des gens que je considère toujours, ils ne sont plus là, ils sont décédés. Je ne vais pas donner de nom mais certains vont se reconnaître et puis vont comprendre de qui je parle. J'ai rencontré des gens exceptionnels. Donc ces moments-là, le fait de m'être enrichi, le fait de mieux connaître ma langue, de mieux me sentir moi dans mon identité, de me sentir même plus ouvert. Je pense que je suis plus ouvert maintenant que je l'étais il y a 20 ou 25 ans. Mais non, c'est des moments, c'est des rencontres, parce qu'on fait régulièrement, enfin un peu moins maintenant, des rencontres. C'est-à-dire que les gens participent, et c'est que des gens. Enfin, on est là que pour le plaisir, on est là que pour le bonheur, on est là que pour l'échange. Il y a une vraie affection, il y a une vraie communauté qui s'est construite. C'est important, ça, ouais. La communauté, justement, ça fait 20 ans d'appel. Je pense que ça donne une carte. Est-ce que vous pourriez nous faire le portrait type de vos auditeurs réguliers, leur âge, où est-ce qu'ils se Alors, trouvent, ouais, ouais, on peut et essayer. peut-être même de quel milieu ils viennent? Ça, je sais. Alors oui, oui, on peut. Il y a une tendance quand même, hein. Bon, déjà, ce sont des gens qui sont à la retraite. Vu l'heure de diffusion, les actifs ne participent pas. Mais les chiffres des podcasts sont terribles. On est toujours, d'idée à autre, dans les 3 émissions les plus podcastées. Il y a le forum, l'info et nous. Et pourtant, c'est une émission qui dure 1 heure et demie. Régulièrement, les podcasts, on sait que plus c'est court. Voilà. Vous, c'est vrai que vous avez aussi choisi ce format long. Donc c'est vrai qu'il y a, alors c'est plutôt on va dire un retraité, un non-actif. C'est quelqu'un qui, heu, est parti ou pas, qui peut alors c'est fou parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient dans l'enseignement, l'éducation nationale, beaucoup de gens dans l'agriculture, on va dire, de manière générale, hein. Agriculture, donc ça peut être pastoralisme et cetera. Il y a quelques jeunes depuis quelque temps. Quand je dis jeunes, parce que bon, Ouais, il est c'est 50 ans. non, non, je Je dirais plaisante, hein. non, 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 mais il y a aucun souci. Ceux qui interviennent le plus, ils ont entre 70 et voilà, c'est cette tranche-là. Mais ce sont nos professeurs, ce sont les sachants. Moi, je les considère comme des sachants, et donc ils sont là pour, donner un savoir. Et de temps en temps, il y a des gens de 40, 50 ans qui appellent. Et puis, les gens en dessous, 25, 30 ans, eux, sont sur les podcasts. Voilà. Si on devait un peu donner la fiche signalétique ou le portrait robot de... Bon, mais c'est grossier, hein, pas tout le monde va s'y reconnaître, j'ai l'impression, hein. Et les femmes, alors? Des femmes très présentes, très, très, très présentes. C'est là qu'on retrouve aussi la femme dans cette qualité qu'elles ont de transmission. Elles sont là aussi, elles étaient là pour... il y a eu des petites frictions, il y a toujours des petites frictions lorsqu'on donne la parole aux gens. C'est souvent les femmes qui remettent un petit peu d'apaisement. Et puis les femmes, elles ont peut-être, alors, ouais, quand même, je trouve, une capacité de, comment je pourrais dire, elles sont claires, les femmes.
Et quand tu les expliques, souvent c'est plus clair, et voilà, c'est plus... C'est comme l'OM, c'est droit au but. Voilà, chacun ses références, chacun ses références. Mais oui, oui, il y a moins de digressions. Oui, c'est plus clair, c'est plus clair. Outre cet espace de non-mixité linguistique que vous avez créé en 20 ans, qu'est-ce que vous gardez de cette émission? Qu'est-ce qu'il restera le jour où elle s'arrêtera? Alors, il restera un fonds d'archives extraordinaire que je compare modestement au fonds QI-LIG. En 2 mots, le fonds QI-LIG, c'est ce qui a, si on va vite, hein, permis de retrouver des polyphonies. Enfin, c'est le RIAQUI, c'est pour ceux que beaucoup de gens connaissent, peut-être les plus jeunes un peu moins. Et j'espère que ce fonds, qui peut-être s'appellera le fonds d'Ideaos, donc il y a à peu près presque 20 ans de... Salute. Ah, questo era Ah, voilà. Comment va, ça va. On a qu'à reprendre le... Tu veux que je reprenne moi ou... Oui, reprends, mais explique le fond QILG en même temps, comme ça, ça contextualise. Allez, on y va. Alors j'espère que ce qui restera de tout ça, bon là on en est à 20 ans, mais j'espère qu'il y aura encore quelques années, comme il y a eu le fonds QILG qui a permis de sauvegarder la polyphonie, que ce soit la messe de Rouge, de Sermano, c'est avec les enregistrements faits à l'époque par cet ethnomusicologue que des artistes ont travaillé et ont repris, etc. etc. Et demain, il y aura un fonds d'Ideaostra. Alors j'espère que la langue ne sera pas dans l'état de la polyphonie lorsque QILG l'a trouvée, mais qu'elle sera diffuse dans la société, etc. Mais ça permettra à ceux qui se pencheront sur ce fonds de voir, d'entendre un monde qui n'est plus, qui meurt là. Voilà, c'est certain. Ça, c'est pas être nostalgique. Les gens qui Oui, ont... il y a des parlers il y a 20 ans que vous avez pu enregistrer, à mon avis, tout à fait, qui ne sont plus maîtrisés. Voilà, et que ce soit la polynomie, c'est-à-dire la variété de langues, que ce soit le nord, le sud, dialectique. Voilà, dialectique tout simplement. Comme on tend vers une petite uniformisation, j'espère qu'elle sera de moins en moins et qu'on va quand même essayer de sauvegarder le plus de diversité, parce que diversità fa riquezza. Quand on se penchera pour dire, tiens, comment c'était l'accent, quel était le sens de ça, pourquoi telle consonne est appuyée, ça restera vraiment la référence, je l'espère, et ça c'est grâce aux gens, hein, moi je ne suis strictement pour rien, ça restera, on dira, tiens, sur le fond d'Ideaostra, il disait comme ça, il parlait comme ça. Donc ce sera la référence, une espèce de dictionnaire sonore qui permettra aux nouvelles générations de continuer et de... Ça fait combien d'heures d'archives, ça? Je n'ai pas fait le calcul, en gros, si on fait 5 heures, 7 heures par semaine, donc 50 semaines, ça fait 350 fois 20, 7000 heures à peu près, ouais, 6000 ouais. Alors, le danger, je lance un SOS, c'est que j'ai essayé de sensibiliser certaines personnes, voir si elles voulaient recueillir ce fonds. Bon, pour l'instant, j'ai pas trouvé grand monde, voilà. Donc, ça fait combien de gigas? Moi, un giga, c'est rien. Giga, c'est rien. Non, c'est pas énorme. C'est que du son. Hein. C'est pas de la... Non, c'est pas énorme en giga. Ça reste dans 2 gros disques durs. Hein. Voilà. Et ça sera exploité. Vous avez démarché l'université, des chercheurs? J'ai demandé, enfin, j'ai démarché. J'ai eu des contacts avec l'université, bien sûr. Je pense que ce sont des pistes d'avenir aussi, parce qu'on ne m'a pas fermé la porte. Ils sont dans des projets aussi. Puis peut-être qu'un jour, il y aura un groupe d'étudiants, parce que là, un étudiant seul, à mon avis, c'est un travail monacal. Hein. Donc peut-être qu'un jour, il y aura un groupe d'étudiants qui se penchera dessus. Après, je pense que même les politiques auraient intérêt à s'y pencher et à récupérer cette matière-là. Parce que c'est tellement ce qui fonde notre âme. Donc, il en va même de la responsabilité des politiques que de sauvegarder tout ça, de l'entretenir, d'empêcher de le perdre et de le faire fructifier, c'est-à-dire de tout l'analyser, voilà, un vrai travail universitaire.
Vous parliez de richesse de la langue, de diversité dialectique. Vous regrettez un tropisme sous Tanach, c'est ça? Pas du tout, non, 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 c'est de garder un équilibre, c'est de sauver le maximum. euh, Et quand on s'interroge, on aura besoin à un moment donné de savoir, je sais pas, je sais pas, on pourrait comparer ça même à la langue française, hein. Il J'ai faut. pas l'impression que le Sultanat soit si présent dans la représentation Alors médiatique. ça, c'était une revendication des gens du Sud, avec raison, il y a 20 ans. C'est vrai que le Nord, pour parler crûment, hein, le Nord prenait le dessus. C'est vrai que la radio, quand ils ont créé ce côté, la télé Ajaccio et la radio à Bastia, il s'est trouvé qu'à Bastia, il y avait peut-être plus de corsophones à l'époque. Et c'est vrai que le Corse du Nord, on schématise, hein, s'est imposé. Et il y avait eu même des réactions de gens du Sud, euh, avec raison, hein, pour dire nous aussi, etc., etc. Dans l'idée Aostra, l'équilibre se fait de plus en plus. Ah, ça c'est. Merci de venir là-dessus parce que oui, c'est aussi pas des fiertés, mais vraiment je suis content là-dessus parce que au départ, il y avait peut-être un peu plus de gens du Nord, et puis sont arrivés des gens du Sud avec une qualité de Corse extraordinaire qui s'est imposée aux gens du Nord. Les débats stériles qui ont eu lieu au tout début du style les Ajacciens ils parlent italien, les Corses les Bastiais c'est des Génois, enfin nous en Castaniche on parle le meilleur corse. Non, tout ça c'est fini. Chacun dit ah moi je dis comme ça mais peut-être qu'ailleurs on dit d'une autre manière. Et comme beaucoup de gens du Sud appellent, interviennent, donc les équilibres se font et il n'y a plus personne pour dire que ils n'ont pas leur place. Voilà, au contraire, ils s'imposent. Et puis même moi, maintenant, je m'enrichis parce que je comprends aisément les gens du Sud, ce qui était un petit peu plus compliqué au tout départ, hein. Mais maintenant, alors, j'aimerais même le parler. Mais par respect pour les gens du Sud. Mais sinon, En des même fois, temps, c'est si beau. Ouais, ouais, non, mais il y a des mots du Sud que j'utilise, avec mon accent du Nord, hein, je dirais, hein, enfin, mais il y a beaucoup de vocabulaire du Sud. Par exemple, mais alors, ça on pourrait en parler, Yagaro existait même dans le Nord, hein, voilà. Quand on dit c'est lampadua a Diagaradecia, donc par terre comme ça veut dire qu'on utilisait déjà le mot. Mais par exemple, dans le Sud, pour dire plaisanter, taroko. Voilà. Bon, moi je ne le disais pas, je ne connaissais pas ce mot-là. Maintenant, si je fais une plaisanterie, je dis non, ma taroko. Donc, tout ça, moi, je vois la langue comme ça, comme le Nord s'enrichit du Sud, vice-versa, et plus on en sait, et plus on peut en utiliser. Vous parliez de la diversité des intervenants. En 20 ans, est-ce qu'il y a vraiment des noms, des gens que vous avez pu rencontrer qui vous reviennent? Oui, mais j'ai peur de commettre des impairs. Oui, forcément. Ou- Il y a. Mais Alors, je vais en citer qu'un, parce que lui, il a fait l'unanimité. C'était Angelo Lugiani de Pietralba, qui d'ailleurs avait été surnommé l'amiral, pour vous dire un peu l'importance du personnage. Et lui est arrivé un peu par hasard, grâce à un jeune berger, Pasquale Marcelli de Pietralba. C'est lui qui l'a amené dans l'émission en le faisant téléphoner. Et lui, une intelligence rare, hein, una vinezza, une connaissance. C'est quelqu'un qui a été berger, mais qui avait une mémoire. Et qui, en plus, le pauvre, sur la fin de sa vie, a été atteint de cécité. Et donc, il a encore plus développé cette mémoire-là. Et c'était la référence de la référence. Sympathique, jovial. Quand il y avait une petite tension, il intervenait. Cet homme-là a fait l'unanimité. Et le jour où il est parti, je me suis posé la question. Je ne vais pas en te le dire, j'ai fait une émission à Ljubljana où j'ai pleuré pendant 1 heure parce que tout le monde rendait des hommages. J'ai pas pu me contrôler. Bon, je m'en excuse encore aujourd'hui, mais c'était vraiment quelqu'un qui a vraiment compté pour moi, hein. Ça a été comme une espèce de deuxième grand-père que j'avais perdu plus jeune, qui a énormément compté pour moi, hein. Donc j'avais fait peut-être un transfert à sa baie. Mais voilà, ça c'est la personnalité. Même maintenant, quelques années après sa mort, voilà, on en parle encore. Alors lui, alors il m'a appris, c'est incroyable, incroyable. Après, là, il y a plein de noms qui me viennent, hein, des gens du Sud, des hommes, des femmes.
Franchement, Dites. non, mais je vais en oublier parce qu'il y en a vraiment beaucoup. L'émission, elle a permis de faire émerger des talents de dingue. Il y a des gens, il y a des gens qui font de la poésie. Avant l'émission, il y avait, entre guillemets, les poètes officiels, ceux connus qui avaient publié, incontournables et de talent. Il n'y a rien à dire. Mais là, il en est sorti des dizaines, tout aussi talentueux que ceux qui avaient, je veux pas faire de, enfin, qui avaient aussi publié avant. Voire même des fois, voilà. Et il y en a qui ont publié après avoir été Oui, oui, reconnus oui, chez oui, vous. oui, 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 oui. Alors là, il y en a eu aussi quelques-uns, hein. Exactement. Il y a eu Francesco Simeone, il y a eu Giuseppe Ghisonaccia, il y a eu Antoine Tardi de Vensolasca, il y a eu... non, non, il y en a eu quelques-uns. Non, non, ça a permis ça aussi. Des gens qui écrivaient dans leur coin et je pense notamment à je ne donnerai pas son nom, mais il y en a un qui fait de la poésie surréaliste en langue corse. C'est- c'est- Il est vers où? Il est à Bastia. Il est impressionnant. On en a un du Sud qui fait des poésies et puis qui a cette capacité de les raconter qui est magnifique. On a des gens de l'intérieur qui ont une maîtrise de la langue, du rythme, du souffle. Non pas, c'est pas des gens qui alignent des rimes, mais il y a une poésie, il y a des images. C'est des gens qui, entre guillemets, entre guillemets, hein, n'ont que cette culture-là. Mais alors, ce sont des poudins, c'est des gens, ils devraient enseigner à Corté, hein. Attention, il faut des profs aussi, hein, mais voilà, ce qui est marrant, c'est que, alors ça c'est pour être, la langue est allée à l'université et c'est très bien. Parce qu'elle a besoin d'être étudiée par des gens qui respectent des codes universitaires, etc. Il faut travailler là-dessus. Et puis, c'est normal qu'elle aille dans ce milieu, voilà, vers cette élite-là, on va dire. Bon. Mais il ne faut pas qu'elle se coupe de la base. Et franchement, je rêve d'une université où il y aurait des gens du Didet à Aostre, pas moi, hein, mais des gens, des auditeurs, qui viendraient discuter avec les jeunes étudiants qui sont là pour se former, pour devenir des professeurs ou autres, hein, et je pense qu'ils auraient leur place. Il y aurait un apprentissage fait par les professeurs sur les règles, la syntaxe, et, ce dont ils ont besoin, bien évidemment, pour enseigner, hein, et aussi une confrontation à ces gens-là, parce qu'ils sortiraient encore plus riches. Bon, c'est un rêve, hein, C'est pas pourquoi le pas? principe de Praticaling. Pradigaling, ouais, c'est ça. Oui, oui, effectivement. Pradigaling, ouais, et d'autres aussi, puisqu'il y a d'autres associations, bien Mais c'est évidemment, la hein. première qui me Oui, vient non, en non, non, tête, mais bien hein. évidemment. Pradigaling, l'idée, c'est, oui, alors je ne vais pas répondre pour ceux qui l'ont créé, hein, mais l'idée, c'était d'apporter comment dire, une connaissance scolaire, hein, universitaire, et puis en même temps de confronter au Guérouille, au réel, voilà, voilà. Alors, les profs de Corté, bien évidemment, le font, hein, puisqu'ils sortent aussi, hein. Et je ne veux pas dire ce que je ne pense pas, hein. Mais c'est ça l'idée, voilà. Ce serait ça. C'est quoi les sujets qui reviennent le plus souvent et lesquels vous ne voyez pas? Bon, à Alors, part la politique oui, alors ce qui revient le plus souvent, c'est tout ce qui tourne autour de la langue, les expressions, vocabulaire, syntaxe, etc. Euh, les saisons, les métiers, donc tout ça. Ce qui ne vient quasiment jamais, c'est euh, parce qu'il y a de la politique sûrement, je dirais les faits de société. Si on va parler, je sais pas, je dis au hasard, des J'allais vous dire le foncier, les salaires, le logement, ça passe ou ça passe pas? ben, des fois, oui, des fois, certains font des allusions. Vous avez un agriculteur, il va vous parler de sa difficulté de trouver du foncier. Oui, ça peut aussi s'élargir, je ne sais pas moi, aux résidences secondaires. On a eu des poésies sur les lotissements. Oui, oui, mais c'est pas la règle. Enfin, mais il y en a par moment. Il y a aussi des fois des interventions sur, on va dire, les changements démographiques. Euh, En fait, on s'interdit rien, sauf à dire tel parti politique prône ceci ou a dit cela. Après, tout est politique. Le fait de parler corse, moi je pense que c'est politique. Le fait voilà, donc On on va y parle de la venir. politique au niveau noble, voilà, de l'échange. Et est-ce que les élus appellent? Alors, il y en a eu. Le regretté, enfin, je pense, Dominique Bouquigne intervenait souvent.
Je ne donnerai pas de nom parce que je reçois aussi des SMS de gens qui sont des politiques à l'extérieur, parlementaires, qui m'envoient, ils se reconnaîtront, qui écoutent, hein, très souvent même, et qui m'envoient des SMS en me disant Ndoué Noisy Jégouzi, voilà. On a eu des politiques, oui, oui, aussi, pour intervenir sur des faits de langue, d'expression, mais jamais pour faire passer un message personnel. Je pense qu'ils ont compris que c'est vraiment pas la tribune. C'est la tribune de personne, là, voilà. Est-ce qu'il y a des appels qui vous ont mis en difficulté, justement? Alors, peut-être pas une Oh, tribune, mais oh, est-ce que... sûrement, oui, oui, Oui. sûrement, sûrement. Là, tout de suite, alors le nom. Euh, Ben moi, je suis en difficulté, et donc j'essaye toujours de dire aux gens, voilà, on peut tout dire avec du respect. En fait, moi, je n'interdis rien. Il faut argumenter, il faut que ce soit des arguments qui soient quand même valables, hein, enfin, euh, intelligibles, je dirais. Mais on peut tout dire, sauf à déprécier des gens, nommément. Voilà, ça non. Mais demain, vous allez évoquer le fait que, je sais pas moi, on peut dire même des choses importantes et clivantes et qui peuvent faire polémique, mais il faut savoir le dire. Tu l'avais au garbo à manera, je pense. Et si on n'a pas au garbo à manera, c'est pas l'espace. Alors, c'est pas de la prétention que j'ai. Moi, je suis pas là pour éduquer les gens, mais cet espace-là, j'en ai la charge et je veux pas qu'il soit confisqué par des gens. Donc, je dis, parlez de ce que vous voulez, de tout, mais toujours avec ce respect vis-à-vis d'autrui. Est-ce que vous avez déjà coupé un auditeur? Ah, sûrement. Ah, bah, moi, j'ai eu même des gens sous, hein. Oui, oui, non, non, mais Chinek, il faisait l'apéritif. Alors, ça me faisait rire. Je disais, ben, resservez la mienne. Après, des gens qui vraiment auraient dit des insanités ou trucs comme ça, peut-être. En 20 J'allais ans, vous dire, peut-être. est-ce que vous avez déjà laissé passer quelque chose que vous regrettez aujourd'hui? Vous dites, ça, j'aurais pas dû. C'est fort possible. Mais très honnêtement, oui, oui, parce que bon, on peut pas tout maîtriser et peut-être que une intervention de quelqu'un a pu froisser une autre personne et ça, voilà, ça, j'en suis désolé, sincèrement. Ouais. On va revenir sur la seule règle de l'émission, pas de politique. C'est qui l'a posée, quand, C'est moi. Ouais. elle est écrite quelque part ou elle est juste dans l'air? Elle est dans mon marbre à moi. Non, non, c'est moi qui d'entrée ai trouvé ce entre guillemets ce slogan en disant pas de politique pour éviter voilà que l'émission déjà pour sauver l'émission parce que je suis persuadé. Alors c'est malheureux, il y a des espaces pour ça, hein. Il y a le forum et puis il y a des émissions faites par des journalistes où il y a des sujets, c'est politique, les gens s'affrontent, débattent, etc. Mais c'est pas vraiment ce que moi c'est pas ce que je veux en tout cas de l'émission. Je veux vraiment qu'on reste dans un domaine euh, plus vers la linguistique, vers la langue, ce qui nous interdit pas de penser, de dire des choses, même des choses qui sont en contradiction avec ce que je peux penser, hein, aussi moi en tant que citoyen. Mais si c'est dit avec correction et si c'est argumenté, bon, voilà, c'est ça aussi le fait de laisser. Il faut aussi se battre pour que les autres puissent dire ce qu'ils pensent. Après, voilà, c'est à moi de juger si à un moment donné, alors ça fait beaucoup de responsabilités. Certains pourront dire pour qui se prend de me couper la liberté d'expression. Mais après, on est soumis aussi à des règles. On peut même digresser sur le forum. On peut même penser que le forum, que ce soit Jean-Mi Fradigel ou d'autres, ou Michael ou d'autres, euh, on est aussi soumis à des lois. Il y a des propos qui sont Ouais, de hors la loi, l'injure, ouais, voilà, bien sûr. les injures, les propos racistes. Donc, vous pouvez être même raciste, à la limite, mais vous n'avez pas le droit de laisser passer des propos racistes parce que la loi vous l'interdit. Oui, je Ben, pousse loin le le truc, hein. racisme n'est pas une opinion, voilà. Bah, exactement, voilà. Donc, bon, moi, Dieu merci, j'ai jamais eu ce genre de débat, mais on peut parler du foncier, on peut parler de la précarité, on peut parler de religion, etc. Enfin, moi, Elle a évolué cette règle en 20 ans ou vous la voyez de la même façon depuis le début? alors, sur les partis politiques, c'est la même. Ça, je suis intransigeant, hein. Euh, je voilà, ça, dans les partis politiques, je souhaite aucune ingérence. Vraiment, n'importe quel parti, hein. Après, les sujets sont politiques et appartiennent à tout le monde. Donc, oui, les aborder, ça ne me dérange pas. Ça me dérange pas. Pas plus que ça, en tout cas. Côté de la direction, on vous en a parlé de cette règle? Non, jamais, 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 jamais.
Je pense qu'elle convient, hein. Je sais pas, j'espère qu'elle convient. En tout cas, moi, je ne suis pas journaliste, hein. C'est ça qu'il faut bien comprendre aussi, parce que souvent, on associe les gens qui sont au micro, tout le monde est journaliste. Moi, je ne suis pas journaliste, je n'ai pas de carte de journaliste, donc je ne suis pas soumis aux règles des journalistes. Je pourrais même peut-être aller plus loin que certains journalistes. J'ai une forme de liberté, peut-être que eux n'ont pas. Enfin, ils ont de la liberté, ce que je veux dire, mais ils sont il y a des règles pour eux, il y a une déontologie. Moi, j'essaie de m'appliquer aussi une éthique, une déontologie plus personnelle, calquée, Citoyenne. voilà, citoyenne et calquée aussi sur celle de mes collègues. Mais voilà, c'est moi qui, enfin, c'est moi, c'est prétentieux de dire c'est moi qui fixe les règles, mais il faut bien que quelqu'un les fixe, voilà, à un moment donné, hein. On va prendre un cas d'école, une petite hypothèse d'école, Giancarlo. Allez, Euh, euh, un auditeur appelle. Ça commence, il va parler de la fête patronale, il dérive vers le maire, vers la collectivité, vers Paris. À quel moment vous intervenez et comment? Mais ça dépend ce qu'il dit. S'il dit des choses, concernant la municipalité parce que, l'eau n'est pas rétablie, ou je sais pas, enfin, en fait, ça dépend, sincèrement. Si il appelle en disant: «Au maire, on fait chez nous, on a dit: "On abruti", voilà, ça c'est non, non, mais voilà, ça c'est sûr que non. Mais s'il dit: «Chez nous, on est victime de la concurrence du village voisin, qui veut pas nous laisser passer le car, ça fait que le restaurateur il est embêté». Bon, enfin, ça dépend, ça dépend. Qu'est-ce qui vous fait vous dire bon là je vais le couper, là je vais le relancer ou là je vais le laisser parler? Moi, je fonctionne un peu à l'expérience, au feeling, et je vais vous faire sourire. Je pense que j'ai une bonne éducation. Je rends grâce à mes parents de ça. Je pense être un garçon relativement bien élevé, courtois. Donc, je m'appuie sur ces règles-là que j'ai reçues. Et ça paraît bête, hein, mais je pense que c'est essentiel. Je me dis que la personne, si elle est attaquée, si elle n'est pas là pour répondre, donc il faut que ça, à un moment donné, ça s'arrête aussi. Moi, je respecte les gens qui prennent le temps de prendre leur téléphone et de m'appeler. Donc, je me dis, s'il m'appelle, c'est qu'il a vraiment quelque chose à dire. J'espère ne pas être condescendant jamais avec personne, parce que c'est vraiment pas ni mon caractère, ni même ce que je voudrais faire passer. Et la limite, elle est quand je pense que, ben voilà, on a dépassé une limite, ma limite à moi, voilà, tout simplement. Oui, voilà, il faut qu'il y ait du respect, il faut, après moi j'aime bien aussi donner un ton plutôt de magagne, c'est mon état d'esprit aussi. Je pense que les gens, j'aime bien rigoler, c'est vrai que j'ai le rire facile. Bon, ça peut aussi prêter à, on peut interpréter ça d'une autre façon, je peux passer pour un idiot par moment, j'en sais rien. Mais aussi l'humour sert à C'est désamorcer une beaucoup bonne de choses. porte de sortie, ouais, Voilà, en effet. et j'ai la chance d'avoir été à bonne école au niveau humour. Est-ce que vous avez des phrases types maintenant avec l'expérience? J'aurais sûrement des tics de langage comme tout le monde. Mais après des phrases type, ah oui, tiens, sur l'émission, oui. Des fois quand, les gens s'endorment un peu ou ils sont pas tr ils appellent pas, je dis: «On lasciatemi au silenzio, impadronisce di l'emissione». C'est-à-dire intervenez parce que sinon, le silence va devenir le patron, voilà. Ça, c'est une phrase que j'ai un jour, m'est sortie d'agousie et apparemment elle avait son effet et donc je la de temps en temps je l'envoie, ouais. Est-ce que vous sentez que il y a des auditeurs qui testent la frontière quand même Oui, bien sûr, et beh, ça c'est de bonne guerre, hein. souvent, puisque Oui, 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 il y a la personne qui va tenter d'aller alors, ouais, de voir jusqu'où sont mes limites. Alors ça peut être dans le jeu, dans quelque chose de très sympathique, tout comme ça peut être quelqu'un qui appelle un peu énervé. Moi, je sens quand avec l'expérience maintenant, quand la personne elle est énervée, première des choses à faire, je vais pas la braquer. J'essaye de plaisanter. Alors attention, des fois on réussit pas, hein, puis on peut aussi je peux me planter, hein. Il y a une épée de Damoclès. C'est le problème du direct aussi, hein, a parole è lentade è lentade, donc après pour la récupérer, come Pedra. oui, è come a bedre, una volta che è lentata c'est fini, c'est difficile, ouais. Euh, Est-ce que l'ambiance de l'émission change en période électorale? Alors je m'étais posé la question plusieurs fois, non, honnêtement non. Très honnêtement non. Heu Ça, alors là, récemment, il y a eu cette histoire de Scola-Gours, c'est la seu moi je donne jamais mon point de vue, hein, je dis la vérité, ça intéresse C'est la personne. question qui vient après, ouais, Voilà, allez-y. je pense que mon point de vue n'intéresse personne. Mais c'est vrai, je le reconnais que sur Scola-Gours, cette règle, je me la suis mise un petit peu de côté, parce que c'est vraiment quelque chose auquel je crois.
On pourra en parler de Scolagours ou de l'immersif en général, parce qu'il y a Scolagours, mais je voudrais aussi qu'on parle, enfin, qu'on n'oublie pas ce qui est fait dans le public aussi, au niveau de l'immersif. On ne peut pas laisser croire, enfin, c'est pas le but de Scolagours, qu'il n'y a rien ailleurs. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, plus ou moins avec du succès, mais il y a aussi de l'immersif dans le public. Donc, il faut surtout pas opposer les choses, il faut vraiment qu'elles soient voilà. Mais là, je donnais mon point de vue. J'ai invité même les gens, sacrilèges, j'ai cassé la règle, j'ai même invité les gens à manifester. Bon, je me suis octroyé ce petit pouvoir. En 20 ans. Voilà, voilà, j'irai jamais plus loin, mais jamais je dirais voter pour quelqu'un ou je ferai comprendre que voilà, ça jamais. Non. En 20 ans d'antenne, justement, est-ce qu'à un moment, par un mot, un ton, un silence, quelque chose de votre opinion politique personnelle a transparu? Oh, sûrement, oui, sûrement. Hein. Est-ce que vous en avez un moment en tête? En tête, À très. part Scolagourt, ça, hein? Non, 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 mais ouais, j'essaye de réfléchir. Non, je peux être gêné. Ouais, je peux être gêné si vraiment je pense pas comme ce que la personne énonce. Alors, je peux pas le lui dire parce que c'est pas le but, mais je vais peut-être pas trop la relancer. Je vais peut-être marquer un silence ou je vais la laisser voilà, terminer sa phrase et puis relancer à côté parce que voilà, bon, elle a dit ce qu'elle devait dire. Heu, mais j'ai pas vraiment de sujet en tête. Alors c'est vrai qu'on a une actualité forte, difficile, violente. Ah oui, oui tiens, une fois aussi où j'ai un peu donné oui là, je suis allé un peu loin, c'est sur la mafia. Un jour, je me suis laissé aller, parce qu'il y avait une poésie et cetera et puis il y avait des manifs et puis je trouve qu'il faut aussi s'emparer du sujet. Oui, là, je donnais mon point de vue. J'avais ressorti, j'avais ressorti une phrase célèbre de quelqu'un qui avait été assassiné par la mafia. Là, je cherche son prénom, c'était Peppino. Peppino, qui avait dit la mafia, voilà, di merda, una montagna di merda. Et je sais plus, en parlant avec la personne, on parlait de la mafia, etc. Et je sais pas, ça m'est revenu à l'esprit. J'ai dit oui, comme on a pu l'entendre dans l'histoire, notamment tragique italienne, Peppino, mi scappa un nome, mi spiace. Et ben voilà, et donc assassiné par la mafia. J'avais ressorti ça. En fait, c'était sorti du cœur. Et c'était au moment des manifs, je crois, qui avaient lieu donc, à Ajaccio de mémoire. C'est facile de se retenir chaque jour comme ça, de dire ce qu'on pense, ou c'est devenu une espèce de deuxième nature? Je dis ça parce que est-ce qu'il y a des jours où ça vous bouffe de l'intérieur, où vous avez envie de répondre? Alors non, non, sur Didier Aostre, je suis honnête, non. Sincèrement, non. Au contraire, je sors vraiment toujours avec un sentiment de plaisir, vraiment, vraiment. J'ai fait d'autres émissions, notamment le Forum, que je ne souhaite pas trop faire, je dis la vérité, hein. J'ai même été à un moment donné le remplaçant quand Jean-Michel partait. Je l'ai fait quelques années. À ma demande, j'ai demandé à ne plus le faire, bon, pour des raisons personnelles. C'est Euh, pas le même exercice. ah non, non, Ah non, hein, non, bien sûr. non, 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 là oui, c'est lourd. Si vous sortez d'une émission comme le Forum, où il y a eu des choses très dures, parce que l'actualité l'est, hein, là, vous pouvez sortir même bouleversé, hein. J'en discutais beaucoup avec Jean-Michel Fradigé. Même une fois, en parlant, je me rappelle, il avait même eu les larmes aux yeux, en évoquant une dame, si je dis pas de bêtises, qui menaçait de se suicider. Ah non, non, là, c'est là, c'est de la misère, c'est vraiment des gros problèmes. Donc, c'est pas par manque de courage, mais moi, je suis tellement épanoui dans l'idée à Aostre, ça me suffit. Voilà. La règle, pas de politique, donc vous vous émancipez plus dedans que vous ne la subissez. Si elle sautait demain, qu'est-ce que ça changerait pour vous? Ben, ce serait l'arrêt de l'émission, hein, je pense. Hein. Ben, Ah ouais, carrément. si demain on me dit il faut laisser les partis politiques, euh, alors Pas forcément les partis politiques, mais vraiment laisser les sujets politiques s'exprimer moi, je pleinement. pense qu'on le fait quand même, Ouais. honnêtement. Je pense qu'on le fait moins qu'ailleurs, bien évidemment, parce que en priorité, c'est la langue, avec tout ce qu'elle porte. Mais il y a des sujets politiques, bien sûr. Mais, mais moi, l'ingérence des politiques me gêne parce que déjà, les politiques me gênent. Heu, je suis quelqu'un de très réservé vis-à-vis des politiques. Et ben, je dis attention, je ne dis pas tous dans le même sac, hein, mais pour les côtoyer au quotidien, pour les voir évoluer depuis des années,
Voilà, il y a des gens sincères, d'autres qui le sont moins. Donc, j'ai du mal quand même avec les politiques. Mais on a besoin des politiques, hein. C'est eux qui font le. Elle protège l'émission alors, cette règle? Ah oui, enfin pour moi, j'en suis certain, certain, ouais. Certain parce que elle la protège déjà dans sa neutralité et elle la protège pour qu'elle puisse continuer. Parce que demain, si ça devient une foire d'empoigne, ceux qui vraiment sont là pour le plaisir de la langue et ce qui fait sens, c'est que la langue appartient à tout le monde. Donc si demain, ça devient un enjeu, ah non, non, là, ce serait la mort de l'émission. Et ça, je veillerai. Et puis si c'est le cas un jour, voilà, peut-être je peux être débordé, ou on peut aussi, je sais pas, la direction peut me dire, m'imposer de mettre plus de politique. Bon, ben, ce sera sans moi, hein, honnêtement. Ouais, ouais. Non, ça c'est sûr. D'accord. Euh, on va changer d'échelle. On va parler de votre de rapport au service public. On va poser le décor. Le 14 novembre 2024, devant l'Académie française, le président de la République a déclaré que les langues régionales étaient, je cite, un instrument de division de la nation. Vous qui parlez corse à la radio publique tous les jours, cette phrase, vous la recevez comment? Ben, très mal, parce que moi, pour moi, c'est un instrument de cohésion plutôt que de division. Et même pour aller plus loin, le terme langue régionale ne me plaît pas, hein, pas du tout, hein. Pour moi, au Gosse, c'est une langue et basta. Elle est ni régionale ni minoritaire. Ça, ce n'est que mon point de vue, hein. Après, instrument de division, c'est-à-dire, je pense que on est dans un ben, alors, je vais enfoncer des portes ouvertes, tout le monde le dit. L'État centralisateur, la langue française, si demain on laisse rentrer, et cetera, c'est bon, c'est des discours de chevènement, des jacobins, et cetera. Moi, je suis vraiment aux antipodes. Pour moi, la langue, c'est la langue de cohésion. Demain, eh bien, il y a des nouveaux arrivants, je suis persuadé. Alors, attention, hein, c'est pas un coup de baguette magique, il y a des questions de proportion, il y a plein de choses, il y a plein de questions. Mais à un moment donné, moi, la langue, pour moi, c'est une langue de cohésion. Après, c'est ma langue, dans mon pays, sur ma terre, avec quoi moyante, donc elle fait partie de moi intégrante. Je ne peux pas imaginer pour moi ou pour ce pays qu'elle disparaisse, donc c'est inconcevable. Donc l'appréciation du président, c'est un politique, il fait de la politique et Enfin, c'est quand même le politique de tous les politiques, hein. oui, oui, non, c'est bien sûr, mais comment dire? Heu, il va encore nous freiner, voilà, il faudra encore continuer à essayer de convaincre, à essayer de voilà. Vous l'avez entendu passer sur le moment, la phrase, ou pas? Oui, sûrement parce que je suis quand même l'actualité, Il y a sûrement des gens qui ont dû appeler pour en parler, même. oui, sûrement. Oui, c'est vrai qu'alors quand il y a des questions comme ça sur les langues, on va dire, hein, ça réagit souvent, c'est vrai. Et bon, si ça réagit, c'est parce que voilà, les gens ont besoin d'exprimer quelque chose. Mais c'est fou que on puisse avoir peur d'une langue. Quelle qu'elle soit, hein, là, on sort même du corse, hein. Parce que, au-delà du fait que le corse ou une autre langue vous ouvre, déjà l'esprit et des voies de communication et de rencontre avec les autres, plus on sait de choses, plus on peut les exploiter et ouais, je ne comprends pas, de se en fait, c'est eux qui sont fermés, de mon point de vue, hein. Une phrase comme celle-là, prononcée à ce niveau institutionnel, ça change quelque chose dans la façon dont une émission comme la vôtre est regardée en interne? Pour l'instant, je pense pas. Je pense qu'il y a un regard en interne local qui est différent d'un regard national en interne. Je pense que nos dirigeants ici, hein, actuels ou ceux qui les ont précédés, donc pour la plupart c'était des gens, c'était des Corses, mais même des gens qui sont venus du continent pour des postes de direction n'ont jamais eu ça n'a jamais été ambigu sur le fait de vouloir arrêter ou autre. Après, je pense qu'en interne, au sein de Radio France, je suis regardé, enfin l'émission, nous sommes regardés comme un ovni, hein. Enfin, un orni, un objet radiophonique non identifié, puisque c'est souvent 1 heure et demie, sans musique, avec que du blabla, un peu ce qu'on fait là, hein. Donc aussi, c'est la preuve que si on fait du contenu intéressant, ça intéresse les gens. Donc, vu depuis Paris, c'est sûr que Vous avez la médiamétrie, là?
en Non, tête? précisément, Ouais. non. Alors, sur l'émission elle-même, c'est très, très bas, Hmm. puisqu'on est dans ce qu'on appelle le creux de Oui, la l'heure journée, hein. creuse, ouais, ouais, Voilà. vraiment. Mais les habitudes radiophoniques ont tellement changé maintenant, et on le voit au quotidien, et même, je dirais presque de plus en plus, et puis on y va, hein, l'antenne sert à alimenter, je veux dire, le numérique. De plus en plus. Voilà, ça, votre génération, etc. De toute Tout est façon, à comme terme, ça. j'ai l'impression que ça va être le projet, hein. Oui, oui, non, mais on est déjà dedans, non, mais c'est le cas, hein. Donc, si on se base d'un point de vue des podcasts, oui, on est très très bien. D'un point de vue taux d'audience, non, parce que c'est une niche. On est en début d'après-midi où toutes les radios, même nationales, sont vraiment au plus bas. Et en plus, nous, c'est une niche. Donc, on est vraiment entre nous, je dirais. Mais au niveau de la notoriété, là, c'est autre chose. Voilà. On va revenir sur la phrase d'Emmanuel Macron. Quelques mois plus tard, avril 2026, ça a ruisselé. Jean-Michel Blanquer, ancien ministre de l'Éducation, dénonce les écoles immersives en Corse comme, je cite, illégales et inconstitutionnelles au ferment du séparatisme. Derrière séparatisme, il y a un mot qu'il ne dit pas, mais qui circule depuis 10 ans dans le débat sur les écoles, le mot du communautarisme. Et derrière le communautarisme, dans la grammaire de Blanquer, il y a l'islamisme. Ouais, Dans j'ai cette su. grammaire-là, la défense de la langue corse peut-elle se retrouver, à son insu, dans le même paysage que le communautarisme religieux? Bah, de mon point de vue, pas du tout. Et dans la sienne? Oui, dans la chaîne. Mais C'est ce qu'on appelle après, un dog whistle, hein. Vous savez, dog non. whistle, c'est un son que seuls les chiens peuvent entendre. C'est-à-dire que Ah, ceux qui sont familiarisés ok. à la thématique reconnaissent le mot, alors que vous et moi, bon, on n'est pas des dresseurs de chiens. Donc D'accord, d'accord. Alors, je vais avoir sûrement, je vais être un petit peu dur avec Monsieur Blanquer, mais je pense qu'il n'était pas grand-chose. Il a essayé dans le débat de s'accrocher aux branches. Alors, c'est un peu trivial ce que je dis, mais je le pense sincèrement, hein. Il a voulu réexister. C'est vrai que c'était concomitant à une actualité aussi. Après, il est provocateur, de mon point de vue, attention, hein. La comparaison avec l'islamisme, le communautarisme, alors certes, aujourd'hui, dans le paysage français, oui, on est dans un communautarisme, je pense, de plus en plus. Qu'il cherche à éviter ça, je peux le comprendre, mais notre combat, enfin, ou le combat que je porte, l'idée que je porte, heu, comment dire? Pour moi, c'est incomparable dans le sens où, heu, je sais même pas trop quoi répondre là, j'avoue que je vais vous relancer. ouais, Alors, ouais, ouais, la parce que différence entre défendre le Corse et défendre un repli. Vous la voyez, mais est-ce que eux la voient? je sais pas s'ils la voient. Non, ils doivent pas la voir puisqu'ils la dénoncent, mais pour moi, c'est même pas un repli, hein. C'est dans leur esprit que c'est un repli. C'est à nous encore de vraiment de continuer à leur expliquer que c'est pas un repli. Eux, ils le voient comme ça, bien sûr, hein. Parce que si on continue dans cette logique, demain, encore une fois, hypothèse d'école, il est fortement probable que quelqu'un depuis Paris écrive que Dieter Aostre a produit du séparatisme par sa seule existence. Et Oui. qu'est-ce que vous lui répondez? Qu'est-ce que je vais lui répondre? Très bonne question. Eh bien, je l'inviterai déjà à venir et lui expliquer que, Mais ça vous paraît probable. Vous vous dites pas, ça ne ah pourrait pas non, arriver. tout est possible. Ah oui, 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 non, non. Surtout de nos jours, oui, tout est possible. On peut être dans une espèce d'escalade de points de vue pour des raisons qui peuvent même m'échapper et échapper au commun et pour des intérêts, pour des stratégies. Oui, tout est possible, bien évidemment. Je pense même que peut-être certains, si ils ne connaissent pas l'émission, mais s'ils viennent à la connaître, tain, ils peuvent aussi se servir en disant, c'est quoi ces Berlu là qui pendant 1 heure et demie ne parle pas français, etc., Depuis etc. 20 ans. Ouais, et depuis 20 ans. Alors oui, alors après, bon, oui, oui, ça peut arriver, mais qu'est-ce que vous voulez que je lui réponde? Vous avez déjà eu peur pour l'émission? Enfin, peur, c'est pas le. Non, je C'est comprends. peut-être exagéré, Non, mais. en tout cas, je me suis jamais senti menacé. Enfin, l'émission n'a jamais été menacée. Voilà, Et je aujourd'hui? aujourd'hui non plus, non plus, non plus. Mais je dis pas qu'elle fait plaisir à tout le monde. Ben, on arrive. Le rapport à l'oncle, publié le 5 mai, 3 choses qui touchent directement une émission comme la vôtre. La première, la nomination des présidents de Radio France et de France Télévisions directement par l'Élysée. Deuxièmement, une tutelle déplacée du ministère de la Culture à un secrétariat général rattaché à Matignon. Et troisièmement, une clause de neutralité contractuelle avec sanctions internes. Avec ce dispositif, une émission comme la vôtre se trouve dans quelle position?
Vous êtes allé un peu vite, là, donc je n'ai pas envie de vous faire tout reprendre, mais euh, En gros, le service public serait recentralisé sur l'Élysée et sur Matignon, et en fonction d'un changement de cap politique, eh ben, ce serait mauvais tout ça, puisque avec la décentralisation, avec la libération des ondes, etc., c'était tout l'inverse. On peut très bien assister à une recentralisation à un moment donné. C'est pas exclure, hein. Il y a aussi des partis politiques qui sont pour, comment dire, privatiser aussi. Donc, ils ont une vision différente forcément de la mienne ou de ce qu'elle a été pour certains jusqu'à présent. Il y a des dangers qui sont là. Après, quelle est la frontière entre un discours qui certains aiment entendre et la réalité des réalités? Voilà, je ne sais pas si, une fois au pouvoir, même ceux qui prônent le fait peut-être de privatiser ou d'éradiquer certaines émissions, est-ce qu'ils pourront le faire? Est-ce qu'ils auront réellement l'intention de le faire? Voilà. vous avez lu le rapport ou vous avez juste J'ai les bribes suivi, j'ai pas médiatiques? mal suivi quand même, ouais, enfin, par bribes, hein, ce qui était sur les réseaux sociaux. Et oui, oui, effectivement, c'était intéressant, il faut être honnête, hein, c'était intéressant. Ouais. Une clause de neutralité avec sanction, c'est encore de la neutralité ou c'est Ah, autre chose? bah oui, c'est presque un oxymore, hein, neutralité et sanction, je sais pas si c'est. Enfin, moi, en tout cas, je vois pas trop il faut tendre vers la neutralité, mais qui décide à un moment donné que vous avez été neutre ou pas? Et donc, à un moment donné, celui qui va appliquer une sanction, enfin, alors on reviendrait un peu à l'ORTF d'avant, voilà. Donc, je ne sais pas si c'est souhaitable. Enfin, de mon point de vue, pas du tout, hein. Votre règle pas de politique que l'émission applique depuis 20 ans et la clause de neutralité que propose le rapport, c'est la même chose ou c'est très différent? Bien vu, bravo. Ouais. Oui, oui, non, non, dans l'absolu, effectivement, je pourrais passer pour un autocrate radiophonique. Ouais, ouais, non, c'est juste. Votre remarque est juste, Non, hein. non, et puis on va Mais, peut-être... ouais. Allez-y, allez-y. Non, non, votre remarque est juste, mais, comment je pourrais répondre pour m'en sortir une pirouette? Votre remarque est juste, mais mon combat est légitime. Très bien, alors on va prendre un autre combat. Si demain c'est Blanquer, le ministre de la Culture, qui pense que l'enseignement de la langue corse est un ferment du séparatisme, pour lui, ne serait-ce que l'existence de l'émission, c'est sortir de la neutralité. Oui, 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 oui. Non, mais si Blanquer arrive et que demain on a Blanquer ou un autre, attention, hein. Oui, Ah, le oui, non, pauvre, non, bien sûr, mais j'ai pauvre j'ai monsieur, compris. Non, mais si un ministre demain de tutelle, ministre de la Culture, parce que c'est notre ministre de tutelle, souhaite justement s'en prendre à l'émission et à d'autres émissions, je pense qu'il y aura une réaction à la fois des auditeurs, de moi-même également. Euh, Après, donc ce fameux principe de neutralité, je comprends que peut-être je serais plus trop dedans, mais là, je défendrai une conviction parce que je suis persuadé que cette émission a un rôle dans la société, sans être pompeux, hein, je reste à ma place, à mon petit niveau, mais elle a son importance et son rôle. Donc, si demain quelqu'un souhaite l'interdire, voilà, forcément, il y aura une réaction, hein. D'Idea Vostra existe parce qu'elle marche. L'audimat, c'est sa vraie protection, mais une protection conditionnelle. Si demain la direction d'RCFM vous annonce un passage en hebdomadaire, vous obéissez, vous démissionnez ou vous mobilisez les auditeurs. Dio Ginevardi, que ça n'arrive pas. Mais non, non, mais je me battrai pour que l'émission. Si je sens que je suis au bout de quelque chose, si l'émission s'essouffle, si je ne trouve plus personnellement la motivation, ou si je sens que les auditeurs n'accrochent plus, ça sert à rien de mourir avec son émission et son public. Si je m'aperçois de ça, alors des fois on a la tête dans le guidon, on peut ne pas avoir le recul nécessaire. Mais si je vois que ma direction, parce qu'on lui impose et on lui demande, leur supérieur, de lever le pied, d'en faire moins, de passer à l'hebdomadaire, non, je vais me défendre. Si je juge que l'émission reste intéressante et importante pour le public. Vos collègues d'ici Alsace ont fait grève illimitée en juin 2025 contre la réforme, justement. Ce mouvement-là, vu depuis ici, ça vous évoquait quoi à l'époque? Alors, j'ai pas trop suivi, hein, très honnêtement, mais je l'aurais soutenu, hein. Hmm. Mais à vrai dire, très honnêtement, je suis pas vraiment au fait de. C'était contre une grève illimitée contre la réforme de l'audiovisuel public.
Ah d'accord, non, j'ai pas bien suivi là. Voilà, c'est Pas- pour ça que sur les débats qui ont eu lieu, j'ai assez bien suivi. Après, sur la position d'Alsace, là, Non, honnêtement, pas mais eux, ils trop. étaient contre comment dire, les coupes budgétaires et le projet de holding. Ah, alors là, c'est autre chose, oui, oui. Alors, on peut toujours faire mieux avec moins, peut-être, ou avec autant. Je pense qu'aussi, il faut vivre avec son temps. Je pense que les outils changent. Je pense que le numérique permet pas mal de choses, mais le numérique développe aussi de nouveaux métiers. Donc, qu'on essaye de rationaliser, oui, parce que y a-t-il des abus ou par moment de la gabegie? Oui, oui, il faut être honnête. Il y a des choses que moi j'ai Vous n'êtes pas vues. syndiqué. Je vous pose la question, est-ce que vous êtes syndiqué? Moi, je suis syndiqué au STC, oui, 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 oui. D'accord. Mais je peux reconnaître objectivement que parfois il y a des abus, comme toutes les administrations, hein. Donc demain, allez, il y a un peu de ménage et qu'on rationalise les choses, pourquoi pas? Maintenant, la holding, moi j'avais un point de vue qui tranche un peu de mes collègues. J'étais plutôt pour. Euh, alors, c'était même à l'encontre peut-être de ce que peuvent penser certains syndicats, hein. Moi, j'y voyais et j'y vois toujours, mais peut-être que je me trompe, j'ai peut-être pas la lucidité. Moi, j'y vois comme un rapprochement intéressant entre différentes entités qui permettraient de mutualiser les moyens, de mieux travailler, de se nourrir l'un l'autre et peut-être de ne pas être des fois, comment on pourrait appeler ça, être redondant. Je pense que on a, nous, à apporter quelque chose, même si ce sont des métiers différents. Mais moi, c'est vrai que par mon parcours, j'ai fait autant de télé presque que de radio, plutôt en tant que réalisateur. Donc, je vois les complémentarités que peut-être pas tout le monde voit. Mais je pense qu'on est, et puis on le fait, enfin, ça se fait. Bon, c'est difficile, mais je pense que c'est inéluctable. Je pense que la télé, la radio, par rapport à la concurrence, c'est inéluctable. Ça fait 20 ans que vous êtes sur RCFM. Les fois où on a pu savoir ce que vous pensiez se comptent sur les doigts d'une main. Comment cette discrétion s'est installée chez vous? Bon, c'est mon caractère, hein. Moi, je fais pas de politique. Vous voyez, par exemple, au village, je ne m'occupe de rien, je ne me présente à rien, je donne des coups de main à tout le monde. C'est ma nature, en fait. Moi, j'aime pas les conflits. Je veux pas passer pour un type parfait, hein, adieu et muy vite, hein. Moi, je n'aime pas les conflits, mais j'ai des principes. Voilà. Donc, sur les principes, je peux être très euh, soumis, hein. Je peux être un peu têtu, voilà. Il y a des choses qui pour moi sont importantes, comme l'honnêteté, la franchise, parler. On dit en Corse: «Correvran composta mudo». Ça m'a été beaucoup reproché. Bon, c'est comme ça, des fois, j'aurais dû peut-être même me taire. Mais voilà, ça c'est, là-dessus, je suis pour le reste, je suis plutôt de ceux qui aiment, comment dire? Je suis un modérateur dans l'âme, je pense. J'aime pas les conflits et je pense qu'il y a toujours une part de raison et de vérité chez les uns et les autres. Vous avez été un des premiers à remarquer l'émission qu'on a lancée, à remarquer Contesta. Depuis votre place, depuis ce que vous voyez tous les jours, qu'est-ce qui est en train de se passer dans le paysage médiatique aujourd'hui? Ah, je pense ça a commencé, bon, ça fait quelque temps. Non, non, mais ben, il y a une révolution. Il y a les médias traditionnels d'un côté, il y a tout ce que les outils offrent à la jeunesse, enfin à la jeunesse, aux gens plus jeunes, hein, ou même à des gens déjà expérimentés qui choisissent d'autres voies, comme celle du podcast, hein. Alors les natifs, pas les natifs, hein, tout ça, la multiplication des réseaux. euh, En fait, euh, il y a eu l'explosion des radios, on va dire dans les années 80. Là, il y a une explosion de l'information avec son corollaire de fake, etc., etc. Mais plus il y a de gens qui veulent donner la parole, plus il y a de gens qui prennent la parole. Et tout ça, pour moi, ce n'est que du positif. Et ça permet d'équilibrer. euh, c'est toujours mieux qu'un seul média qui donne un seul point de vue. Après, il y a des médias d'opinion, voilà. Et il en faut. Libre aux gens d'écouter, pas d'écouter. Moi, j'écoute tout, je lis tout, parce que pour essayer de me forger voilà, pour me forger une réflexion. Mais
c'est fini, je pense. Alors, après, les médias d'opinion, s'il n'y avait que des médias d'opinion, il faut aussi qu'à un moment donné, il y ait aussi des médias qui puissent faire de mon point de vue, trouver un équilibre entre tous ces médias, puisque ils sont forcément peut-être moins objectifs que d'autres. Peut-être, peut-être. Ou du moins, ils ont leur objectivité. Je ne dis pas que le média, notamment public, est toujours source d'objectivité. Mais je pense globalement, très globalement, que ça reste quand même surtout, enfin je parle nous à Radio France, hein, des médias assez neutres, bien que je sais que vous allez peut-être me relancer sur Inter, etc. Mais moi j'écoute Inter et je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'opinions. C'est pas, comme le disent certains, que la gauche ou l'extrême gauche. Il y a aussi, enfin, de mon point de vue, hein, Qu'est-ce que vous voyez bouger, vous, et qu'est-ce que vous ne voyez pas bouger médiatiquement? Qu'est-ce qui a changé en 20 ans? au niveau local. Hmm. Alors, au niveau local, en 20 ans, on a eu une télévision régionale, Viasté, là, parce qu'elle a 20 ans cette année, je crois, en 2027, hein. C'est en 2027, je crois, si je dis pas de Ouais, c'est bêtises. ça. Euh, Elle a été créée, donc, une chaîne de plein exercice par des gens qui ont fait un travail formidable pour que elle devienne, comment dire, la chaîne de la Corse et de la Méditerranée. Je trouve qu'on s'en éloigne un peu, 20 ans après, c'est un point de vue, hein. On peut-être qu'on me rétorquera qu'il y a aussi des problèmes financiers, un peu, c'est possible aussi. Euh, ça, alors, il y a une évolution. En Corse, en tout cas, il y a beaucoup comme vous, hein, enfin beaucoup, il n'y en a pas 50, mais il y a que ce soit des journaux, des podcasts, même des simples citoyens sur les réseaux qui essayent d'avoir leur communauté, qui discutent avec et qui essayent, voilà, de les instruire ou de les orienter, etc. Donc tout ça, bien sûr, ça a chamboulé. Euh, Après, ce qui n'a pas changé, ce qui a changé, pardon, c'est que je trouve que, alors, certains ne seront pas d'accord avec moi. Moi, je pense qu'il y a moins de Corses qu'avant. Quand je parle de Corse, c'est pas des individus, hein, c'est de langue corse, hein. Euh, Même si on fait dire aux chiffres autre chose, moi, quand je regarde ou quand j'écoute, je trouve qu'il y a moins de Corses que par rapport à ce que j'ai connu. Voilà. Il y en a quand même, hein. Je pense que ça, c'est un travail qui rejoint, enfin un travail, c'est une observation qui doit être faite également par les décideurs, hein, par les politiques. Il faut aussi que les politiques, qui à un moment donné financent pas mal de choses, hein. Je parle au niveau local. Je pense qu'il faut qu'ils donnent une orientation. Est-ce qu'ils la donnent ou est-ce qu'ils pensent la donner? Est-ce qu'elle est suffisante ou pas? Voilà. Moi, c'est un point de vue. euh, je me retrouve de moins en moins dans certains programmes. Voilà. Si vous deviez résumer la situation en une phrase à un de vos enfants, à un étudiant en journalisme, à quelqu'un qui n'a rien suivi, qu'est-ce que vous lui diriez Sur quoi? sur la situation en Corse médiatique? Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Elle est pas évident, ouais. Elle est difficile, elle a toujours été difficile parce qu'on est dans un endroit où la promiscuité rend les choses difficiles, les rapports difficiles. Ça, c'est pour la partie, on va dire, information, hein. Le traitement de l'actualité, c'est très compliqué. Puis la proximité, voilà, les gens qui se connaissent les uns les autres, ça, je pense que c'est quelque chose qui n'existe pas dans toutes les régions, je pense. En tout cas, de manière aussi présente. Avec l'insularité, ouais. Ouais, ouais, enfin, le fait que je ne sais pas si certains journalistes se freinent lorsqu'ils posent des questions. Est-ce qu'ils se freinent par rapport à la personne qu'ils vont interroger ou pas? Est-ce qu'ils vont souvent au-delà de leur rôle qui est simplement d'informer ou pas? Est-ce qu'on a assez d'éditos en Corse, pardon, par des journalistes? Je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup où des journalistes donneraient leur point de vue, hein, sur une situation. Ça, il y en avait quand même pas mal avant, hein. Je trouve que de ce point de vue-là, il y en a moins. Donc cette proximité, c'est très dur l'information ici. Et donc je salue le travail parce que c'est pas simple. Il y a ce que l'on entend et il y a tout ce qui est dans la coulisse, dans le décor, les coups de fil des uns et des autres, donne pas mon nom, ceci, cela. C'est une réalité, hein, ça, il faut dire. Enfin, je pense que là, j'enfonce une porte ouverte.
Après, voilà, ça c'est la difficulté, mais la beauté la Ça, f- beauté de l'aventure, voilà. ça fait beaucoup plus qu'une phrase. Ouais, une phrase, ouais. Parce que ma déformation, j'ai peur du blanc, de laisser un blanc à l'antenne. Donc, je meuble pour essayer de réfléchir en même temps. Donc, c'est pas évident. Il faudrait que je me pose un instant euh, pour essayer de trouver. Faut pas avoir peur des blancs, hein. Non, voilà, ouais. Mais ça, c'est une déformation professionnelle. Ouais, en une phrase, l'espace médiatique en une phrase. Ça devrait être encore plus au service des Corses. On arrive vers la fin de cet entretien, Giancarlo. Après vous, l'idée à Vostra continue ou s'arrête? Si elle continue, ce serait avec qui? Si Ok. elle s'arrête, qu'est-ce qui meurt avec? Ben, disons, bon, je sais que j'ai un grand âge, j'ai peut-être encore au moins 10 ans devant moi. Peut-être que vous aurez envie de faire autre chose. Oui, non, mais si vous voulez, la chance que j'ai, c'est que je fais beaucoup de choses. Alors, pas tout le monde est au courant, mais c'est vrai que j'ai une carrière parallèle à la télévision. euh, Grand photographe. Grand, je sais pas, enfin, Vous sortez un livre là, en plus, il me semble. je l'ai Ouais. sorti, voilà, je l'ai sorti il y a 3 ans. Il y en a... Euh, ah, ouais, ouais, non, oui, oui, ou un peu, je sais plus, après, peu importe. Euh, Après, donc, j'ai la passion, j'ai la photo qui m'occupe parce que elle me permet aussi de travailler. J'écris aussi. J'ai la chance d'avoir une vie, comment dire, associative et sociale aussi assez intéressante. Donc, l'idée à autre, pour moi, c'est une de mes facettes. Alors, la plus connue peut-être, mais donc ça s'arrêtera pas de mon fait, je pense pas. Sauf si, comme je l'ai dit précédemment, je sens que j'emmerde tout le monde, là, c'est plus la peine, hein, voilà. Si je sens que j'ai fait mon temps et que les gens, les auditeurs n'ont plus de plaisir à être avec moi, bon, ben ça, bien sûr, je tirerai ma révérence, hein. vous avez identifié une relève? Alors, je vais être honnête, j'en avais identifié une qui, bon, que ça s'est pas fait. Et puis après, je pense que parce que Diderot, ça a aussi la vertu, ça a été un incubateur, si je peux dire comme ça. Beaucoup de gens m'ont remplacé, des hommes et des femmes. Certains ont continué, sont même encore dans le milieu, hein, sur la télé ou à la radio, ou ailleurs même. Euh, après, après c'est difficile de prendre une émission qui a été modelée par quelqu'un, parce qu'on veut toujours essayer de faire la même chose. Moi, si j'avais un conseil, gardez l'espace, profitez-en et faites-en ce que vous voulez. N'essayez pas de copier parce que ce ne sera pas intéressant pour vous, hein, me semble-t-il. Quand on doit remplacer sur une semaine, c'est pas grave. Mais si vraiment demain, il y a quelqu'un, il y a une personne qui, de mon point de vue, a les qualités et les compétences, je dis profite, prends cet espace-là et essaye de t'en servir. Voilà. Est-ce que Radio France a un plan pour ce format, à votre connaissance? Ce format, c'est-à-dire Le vôtre? le format d'1 heure et demie, tout Hmm. ça. Bah, j'espère que leur plan, c'est de nous laisser tranquilles, hein. Enfin, honnêtement, voilà, j'ose pas imaginer, mais comme vous dites, hein, comme on a dit précédemment, on est à l'abri de rien, tout peut arriver. Même moi, je peux me lasser peut-être à un moment donné, c'est possible, hein, mais je pense pas que Radio France, actuellement, mais c'est sûr que si demain la direction vient à changer et qu'elle a des instructions, j'en sais rien, c'est possible ça, et qu'on ne veuille plus de cette, voilà, Cette réserve de cette de réserve l'op- d'Indiens, voilà, voilà, mais on va pas se rendre facilement, hein. Quand vous parlez corse au micro, à qui vous parlez vraiment? À vos auditeurs? À un fantôme? À vous-même ou à personne? Bah, j'espère parler à tout le monde, j'espère parler à ceux qui sont devant leur. Mais j'espère surtout. Bon, c'est des réponses un peu Vous bateau, voyez hein. un visage en parlant? Non, 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 non. J'ai eu l'occasion de voir des visages, hein, oui, en fonction de. Alors, modestement, quand j'écris, oui, je vois des choses. Bon, ça reste très, très intime, hein, mais après, quand je parle comme ça, non. Il y a aussi une part, ça va peut-être en choquer quelques-uns, mais c'est aussi un métier.
c'est aussi mon métier. Je le fais avec passion et plaisir, mais c'est aussi mon métier, voilà. Euh, alors j'ai choisi de faire ça, enfin, j'ai proposé cette idée-là, ça a fonctionné, et tant mieux, mais si ça n'avait pas fonctionné, j'aurais fait autre chose. Toujours avec la langue corse, hein, forcément, hein. Moi, celui qui se penchera un peu sur ce que j'ai fait, que ce soit à la télé ou... Même si, avant d'idée à autre, je faisais beaucoup de choses en langue corse, voilà. J'ai toujours eu cette idée que... Alors là, on va sortir de la neutralité, mais ça, c'est personnel. Je me suis toujours dit, j'ai un espace, je vais essayer de l'utiliser intelligemment pour les choses auxquelles je crois. Ça, c'est important, voilà. Et je crois notamment en la langue. Donc, euh, je discutais un jour, parce que j'ai fait un travail avec du Anteramuro, et il y avait tout un travail de préparation avant qu'il me dise oui. Je montais souvent à l'orée de le voir et on faisait sur la grande place, on marchait, on déambulait. Et un jour, il m'a dit, lui-même, grand défenseur de la langue, hein. Alors, toutes ces discussions m'ont nourri aussi. J'ai travaillé avec Fouzine, avec Gian Jazé Pouvranc, enfin, c'est des choses qui... Et Ro qui me disait, Luante Ramo, tu devrais peut-être réfléchir au fait que tu as une tribune et que ça pourrait peut-être servir les choses auxquelles tu crois. Alors, c'est de la politique, j'en ai conscience, c'est de la politique, mais je pense que c'est noble. Je pense que il n'y a rien d'extravagant à vouloir que dans son pays, sa langue continue, parce que elle est intimement liée au lieu, à la culture, aux gens, aux espaces, au relief, à l'architecture, à la façon d'être, de penser. Donc, euh, j'ai tellement peur qu'on perde la langue et qu'on perde tout après. Voilà. Donc, on la perdra pas. Je suis vraiment, je suis optimiste, moi, hein. S'il y a un message aussi à faire passer, c'est que on a sauvé l'essentiel, c'est-à-dire que le vocabulaire, il y a des dictionnaires, il y a des enregistrements, il y a des livres. Même si on arrivait à zéro locuteur, on pourrait repartir. Comme ça a été fait par exemple en Israël. Enfin, comparaison n'est pas raison, hein. Mais voilà. Donc on a sauvé beaucoup de choses. Donc maintenant, il faut créer les conditions de la remettre dans la rue, la remettre dans les familles. Euh, Basta par là. Basta par là. Alors, c'est facile à dire, mais c'est extrêmement dur à faire, hein. Là, on pourrait faire 1 heure là-dessus, mais c'est très dur. Et les stéréotypes, on a nos gars voilà, ils ont qu'à parler. Non, non, si c'était aussi simple, les gens le feraient, hein, c'est évident. Donc, il faut prendre en considération à la fois les blessures des uns et des autres, enfin, les difficultés, le fait de ne pas se sentir à l'aise. C'est pas simple à un moment donné d'aller et de parler, parce qu'on touche à l'intime. Donc, c'est vite fait aussi pour quelqu'un qui peut-être s'est senti bafoué, enfin bafoué, pas bafoué, mais senti un peu être mis un peu en deçà et qui aujourd'hui, parce que par rapport à d'autres, il parle mieux, donc il y a une espèce de forme de revanche, il va peut-être être un peu condescendant. Voilà, il faut vraiment apaiser les choses, essayer d'être très, comment dire, intelligent dans sa façon de présenter la langue. Je pense qu'il faut quand même de la bienveillance, de la patience et surtout, alors ça c'est quelque chose auquel je crois, il faut que les générations, il y a eu une coupure et je n'incrimine personne parce que l'histoire est ce qu'elle est. Il y a eu une coupure, mais maintenant, même les gens qui ont la langue, qui possèdent la langue, de la génération de mon père, c'est pas un devoir, mais ce serait bien qu'ils, voilà, avant de s'en aller, qu'ils laissent quelque chose et qu'ils discutent avec les jeunes, enfin les gens qui sont plus jeunes qu'eux, et qu'ils leur transmettent quelque chose. C'est politique aussi un peu, non? Mais bien sûr, oui, 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 non, mais oui, oui. Eh bien, on va se quitter sur cette Tout est politique, mon ami. conclusion politique pour l'émission la plus neutre de RCFM. Merci beaucoup, Giancarlo Marsil. Merci à vous, merci beaucoup.